Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par ProEvolution en partenariat avec l'Exocia. C'est notre deuxième webinaire cette année et on est ravis parce que vous êtes très nombreux à vous être inscrits sur un sujet qui n'est pas forcément le sujet qui laisse le plus rêveur. On doit le dire, hein, il y a beaucoup de sujets qu'on aborde tout au long de l'année dans les RH, dans le management. Et c'est vrai, quand on parle de restructuration, c'est pas forcément le sujet qui donne le plus envie, mais c'est un sujet qui est contemporain, il faut l'avouer, il faut pas se cacher la vérité, on le voit dans les médias. Ce qu'on a appris la semaine dernière, hein, avec la confirmation justement des droits de douane, va aussi avoir des conséquences sur le plan international et risque aussi d'accélérer certaines de ces restructurations. Et c'est pour ça que ça nous a semblé important aujourd'hui d'aborder ce sujet. Voilà, c'est pas un sujet tabou, c'est un sujet qui peut être perçu comme négatif, mais qui sera un sujet de rebond. Et on le verra aujourd'hui avec nos intervenants, puisque donc nous allons donc commencer cette intervention avec justement donc Roland Widmer de l'Exocia qui va vous présenter les aspects juridiques, les outils des restructurations. Puis on abordera la partie humaine, la partie accompagnement avec Pauline Wolf de ProEvolution. Et pour Bonjour. vraiment apporter du concret à cette intervention, c'est donc Nam Durand qui, de son expérience de DRH de transition, pourra vous partager des faits vécus dans ces choses-là. Voilà, je prends le temps Bonjour. d'introduire. Voilà, bonjour à tous et merci, hein, merci Roland, merci Pauline, merci Nam d'être présent aujourd'hui, voilà, pour ce sujet qui est intéressant et d'autant plus dans l'actualité, comme je viens de vous le décrire. Bonjour à tous dans le chat. Un petit rappel avant de commencer sur l'outil. Alors certains le découvrent, hein, et d'ailleurs bienvenue à ceux qui viennent pour la première fois à nos webinaires. Donc vous êtes actuellement sur l'outil Livestorm, qui est un outil qui vous permet d'échanger avec nous au travers du chat. Donc si vous allez tout en bas à droite, vous devez voir l'onglet de chat où vous pouvez effectivement dire bonjour. Voilà, même si c'est pas très original, Christian, ça fait voilà, toujours plaisir de vous voir si nombreux à nos webinaires. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à interagir avec le chat ici. Et si vous avez des questions, vous avez l'onglet questions qui est juste à gauche, hein. Donc, vous partez d'en bas à droite, et juste à gauche de chat, vous avez des questions. Vous pouvez poser une question qu'on pourra reprendre à la fin de l'intervention. Donc, vraiment, n'hésitez pas à utiliser cet onglet-là. Et dès qu'on aura fini, après le témoignage de Nam, on pourra effectivement donc reprendre vos questions et y répondre avec grand plaisir avec nos experts qui sont présents aujourd'hui. Et on voit qu'on a du monde voilà, de la France entière, hein. Bonjour à Montpellier, bonjour à tout le monde, d'où que vous soyez. Avant de commencer, le temps que les dernières personnes se connectent, hein, vous êtes déjà 66 actuellement, mais vous êtes plus du double d'inscrits, donc je vais prendre quand même le temps de présenter les structures qui interviennent aujourd'hui. Voilà, on a même des Allemands qui sont là. Bonjour, bonjour de Francfort. Mais je vais commencer par présenter donc ProEvolution, hein, surtout pour les personnes qui ne nous connaissent peut-être pas encore. ProEvolution, nous sommes un cabinet de conseil RH qui avons vocation à accompagner l'intégralité du cycle de vie du capital de l'entreprise. Donc ça, c'est la phrase étendue. En d'autres termes, c'est voilà, quelles que soient les étapes des besoins que vous avez autour des RH, on est là pour vous accompagner, que ce soit dans la phase de recrutement, acquisition des talents, chasse de tête, en passant par l'accompagnement des managers, la formation, le coaching et la transition de carrière, qu'elle soit interne ou que ce soit de l'outplacement ou du reclassement ou de la restructuration, comme on va l'aborder aujourd'hui. Également sur des besoins plus ponctuels, et on a une grande communauté de personnes qui sont managers de transition chez nous, donc c'est aussi quelque chose qu'on propose, hein, pour des missions plus courtes. Et également sur l'axe digital, comment le digital peut accompagner l'humain tout en laissant l'humain au centre, hein, avec la marque ConnexUp. C'est des choses qu'on pratique également avec en ce moment notamment pas mal de formations sur l'IA pour accompagner les recruteurs. Voilà, je ne vais pas m'étendre, hein, le but n'est pas de parler que de nos structures, hein, juste quelques chiffres, hein. On est présent depuis 36 ans, on est multisecteur, à la fois privé, public, hein. On est reconnu par différents labels, par nos candidats, par Happy Candidate, également désigné comme l'un des meilleurs cabinets de France selon les échos Statista. Cabinet indépendant alsacien, mais présent dans toute la France, hein, on va le voir encore après, et certifié Calliope pour les formations. Voilà pour nos bureaux, même si on est capable d'intervenir absolument partout en France et à l'international, et notamment sur l'axe transfrontalier. Voilà pour la présentation de ProEvolution. Je vais également présenter l'Exocia, hein, au nom de Roland, qui pourra toujours compléter lors de son intervention. L'Exocia, c'est un cabinet d'avocats qui sont vraiment dédiés au droit social pour les entreprises. Donc vous voyez trois pôles de compétences. Ça va être du conseil, hein, dans les relations individuelles, les négociations collectives, les restructurations, le sujet d'aujourd'hui, également les droits de sécurité sociale, PSC, les conflits collectifs qu'on peut avoir au sein des entreprises, et avec prise en compte notamment du droit local Alsace-Moselle, puisque le cabinet est aussi situé justement en Alsace.
qui propose des formations sur tout ce qui est actualité législative, tout ce qui est effectivement jurisprudence, donc des formations régulières dont vous pouvez faire profiter vos équipes pour être tenus au courant de l'évolution du droit du travail. Et enfin, gestion des contentieux, donc défense des entreprises, que ce soit auprès des prud'hommes, tribunal judiciaire, droit pénal, tribunal administratif, etc. Voilà. Donc, n'hésitez pas à les contacter. Quelques chiffres également, eux aussi sont là depuis très longtemps, plus de 30 ans d'existence cette année. En fait, les 30 ans cette année de l'Exocia. 12 collaborateurs, dont 8 avocats. Également un cabinet indépendant alsacien, et comme vous le voyez, qui intervient sur très large nombre de secteurs, présent à Mulhouse et Strasbourg, mais également plus loin avec la force du réseau JSA, également certifié Calliope pour les formations. Voilà, je ne m'étends pas plus, le but n'est pas de vous présenter nos structures, mais surtout de parler du sujet des restructurations, un sujet préoccupant dans l'actualité, un sujet dont on parle malheureusement, un sujet qu'il faut savoir anticiper. Et le but aujourd'hui des interventions, c'est justement de vous montrer les outils que vous pouvez utiliser pour anticiper ces restructurations. Et je vais tout de suite donc donner la parole à Roland Widmer de l'Exocia, voilà, qui pourra compléter sa présentation et vous parler de ces outils de restructuration. Roland, c'est à toi. Merci, Xavier Noël. Bonjour à tous. Je suis effectivement Roland Widmer, avocat conseiller en droit social. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter, comme l'a indiqué Xavier Noël, donc les instruments juridiques qui sont à disposition des entreprises pour faire face à des situations qui impactent l'entreprise sur la baisse d'activité, sur un marché troublé, sur une nécessité de faire face à une baisse des coûts, des éventuelles difficultés économiques. Le législateur français a mis à disposition des entreprises plusieurs outils que vous devez connaître. Ces outils sont principalement au nombre de 4, tous identifiés par des sigles ou des acronymes, comme vous le voyez sur la diapositive. Ces principaux outils sont l'APLDR, un outil récent, l'activité partielle de longue durée rebond, la fameuse RCC, rupture conventionnelle collective, l'accord de performance collective, APC, et enfin le PSE, les plans de sauvegarde de l'emploi. Alors, ce sont des outils dont les objectifs, bien entendu, diffèrent, qu'il va falloir utiliser à bon escient selon des besoins qui sont identifiés par l'entreprise. C'est la raison pour laquelle il faut toujours débuter, diapositive suivante, par un diagnostic préalable. C'est extrêmement important de pouvoir confronter la situation de l'entreprise à ces problématiques parce qu'il faut mobiliser le bon outil parce que chacun va répondre à une logique différente et va dépendre du contexte de l'entreprise. En règle générale, on s'interroge notamment sur les 3 points que je vous ai mis à gauche là, sur la situation économique de l'entreprise, d'autre part sur la question de l'emploi, la question de la charge de travail de l'entreprise, et d'un point de vue plus global, les RH aussi sur la faisabilité, voire l'acceptabilité sociale. C'est un point qu'il faut aussi prendre en considération. Alors, si on se place sur la situation économique, est-ce que l'entreprise fait face à une difficulté à moyen ou long terme? Y a-t-il une certaine urgence à mettre en œuvre l'opération? A-t-on au contraire du temps? Et on choisira, selon le cas ici, la RCC ou le cas échéant, le PSE. Est-ce qu'au contraire, l'entreprise fait face à des difficultés conjoncturelles avec un espoir de retour à une meilleure situation? Et je vais m'interroger sur est-ce que l'activité partielle de longue durée rebond, voire le cas échéant, l'accord de performance collective n'est pas l'outil qui est le plus adapté. Et enfin, l'entreprise peut aussi être confrontée finalement à une situation où elle veut améliorer sa situation, notamment d'un point de vue financier, organisationnel, se pose une question de compétitivité. Et là, c'est plutôt, encore une fois, l'APC qui va être l'instrument à privilégier. S'agissant de l'emploi et de la charge de travail, la question est simple. Est-ce que je veux conserver mes emplois ou au contraire, je n'ai pas d'autre choix que d'envisager des départs de l'entreprise? Et là, vous avez des outils qui permettent de traiter les départs, soit de manière souple, plus douce, ce sera la rupture conventionnelle collective, ou soit de manière contrainte, ce sera le plan de sauvegarde de l'emploi. Si au contraire, je veux maintenir les emplois, le maintien de l'emploi, c'est l'activité partielle de longue durée, ce sera éventuellement l'APC.
Et enfin, comme je vous l'ai dit, troisième point, qui est un point souvent important également pour les entreprises sur son image, l'acceptabilité sociale, l'acceptabilité d'un point de vue collectif, l'image de l'entreprise et une faisabilité interne. Est-ce que je sais conclure des accords collectifs? Parce que vous verrez qu'un certain nombre d'instruments nécessitent l'accord collectif. La RCC, par exemple. Est-ce que je ne sais pas le faire et je suis contraint? Je peux passer par document unilatéral, ce sera éventuellement le PSE. Et puis, je m'interroge aussi sur l'acceptabilité des salariés, des IRP, notamment sur des instruments activité partielle de longue durée versus APC. Voilà, donc vous avez compris que ce diagnostic est extrêmement important pour ne pas se tromper d'outil et utiliser celui qui sera le plus adapté à la situation de l'entreprise. Le premier instrument, souple, l'activité partielle de longue durée dit rebond. Alors, je suis toujours surpris de l'imagination du législateur en particulier, puisque vous savez que cette activité partielle de longue durée a été créée pour faire face à la situation de Covid. Donc, c'est un instrument qui existait déjà, qui était un nouvel instrument dans les années 2020, 2021, 2022, pendant la crise Covid, qui a pris fin, il y a encore un queue de comète, et qui ressuscite en 2025 avec l'ajout de ce terme rebond, APLD, rebond, et qui a été créé par la loi de finances 2025, donc du 14 février, c'est tout récent. Et dans l'objectif, je voulais rappeler sur le diagnostic, c'est je veux maintenir l'emploi, la loi le précise, dans mon entreprise, qui est confrontée à une réduction d'activité d'une certaine durée, mais qui ne compromet pas ma pérennité. En fait, je ne suis pas encore en difficulté économique, je veux maintenir les emplois, mais je fais face à une sous-activité et je veux conserver mes salariés. Et donc, ce dispositif-là, qui a été créé par cette loi de finances 2025, va permettre aux employeurs, effectivement, confrontés à cette baisse d'activité durable, mais uniquement conjoncturelle, de placer mes activités, de placer mes salariés en activité partielle. Pour ceux, je dois négocier un accord collectif. Alors, le législateur est souple puisque l'accord collectif sera négocié avec les délégués syndicaux, mais le cas échéant, s'il n'y a pas de délégués syndicaux, j'ai la voie ouverte de la négociation avec le cas échéant le CSE ou des salariés mandatés. Donc, c'est possible dans toute entreprise, quelle que soit sa taille. Et je peux éventuellement passer, si je n'ai pas d'accord collectif, par un document unilatéral, mais encore faut-il qu'un accord de branche étendu me le permette, ce qui, de fait, n'existe pas aujourd'hui, puisque cette mesure est beaucoup trop récente. Donc, on privilégie la voie de l'accord collectif. Dans cet accord collectif, et c'est l'esprit de l'activité partielle, je dois maintenir l'emploi et donc je dois m'engager pendant la durée d'application de cet accord à maintenir les salariés dans l'emploi. Ça veut dire que je n'engage pas de licenciement collectif pour motif économique. Et deuxième engagement de l'entreprise, je dois m'engager également à profiter de cette situation de disponibilité des salariés pour les former. Alors, ce dispositif-là est réputé être applicable depuis le 1er mars 2025. Nous attendons cependant encore un décret d'application pour qu'il soit effectif, puisque le décret d'application, le projet a déjà été communiqué aux partenaires sociaux, mais n'a pas encore été publié. Donc, on en connaît le contenu. Cet accord, ce décret, qui prévoit notamment que la période d'application sera une période d'application de 18 mois sur 24 mois. Ça veut dire quoi d'un point de vue plus précis? C'est que l'accord peut prévoir de l'activité partielle sur 24 mois maximum. Et sur ces 24 mois, je peux chômer 18 mois. Donc, vous comprenez qu'il y aura des activités, des périodes d'activité pleine et puis des périodes où les salariés seront en réduction d'horaire. Laquelle réduction d'horaire, vous le voyez, est plafonnée à un maximum de 40% sur la durée d'application. Donc, c'est une moyenne. Ça aussi, il faut bien le comprendre. Je peux donc avoir des périodes à zéro et puis des périodes avec 60-80% de temps de travail. Je dois respecter une moyenne de 40% sur les fameux 18 mois d'application. Le salarié sera mieux indemnisé que l'activité partielle de droit commun et l'employeur sera mieux remboursé, puisque l'indemnité versée au salarié sera à 70% de sa rémunération de référence. Alors, c'est plafonné à 4,5 SMIC, hein, la base. Et l'employeur se voit remboursé à hauteur de 60%. Donc, le reste à charge reste mesuré.
Je vous rappelle que l'activité partielle de droit commun, l'employeur se voit rembourser 36%. Donc, il y a une vraie différence. Je vous invite vraiment, si vous êtes confronté à une problématique où l'APLD rebond peut répondre à votre préoccupation, de faire des estimations de coûts. C'est en règle générale une mesure qui est assez favorable aux entreprises. Alors, dernière chose, avant de passer à la mesure suivante, lorsque le salarié est formé, là, par contre, il touche l'intégralité de sa rémunération sous forme d'indemnité et l'employeur se voit rembourser également cette partie-là. Donc, pendant la formation, c'est plus favorable. Après cette première mesure, la seconde, qui est la fameuse rupture conventionnelle collective. Vous savez que cette rupture conventionnelle collective s'inspire de ce qu'avaient créé les entreprises lorsqu'elles n'existaient pas, des fameux PDVA, encore un sigle, des plans de départ volontaire autonome qui étaient inclus dans des plans de sauvegarde de l'emploi, où l'entreprise s'engageait à ne pas licencier et à ouvrir la voie au volontariat au départ dans le cadre d'un PSE. Donc l'esprit a été repris, c'est la possibilité, mais encore une fois par accord collectif, qui va également nécessiter l'intervention de l'administration. Je ne l'ai pas dit pour la PLD, mais l'administration va également intervenir pour vous autoriser la PLD rebond. Ici également, l'administration doit intervenir pour valider la rupture conventionnelle collective, laquelle sera effectuée, comme son nom l'indique, sur la base du volontariat, sans licenciement économique. Alors cet instrument-là a la souplesse d'être ouverte à toute entreprise, même celle qui ne répond pas à la définition, on le verra lorsqu'on évoquera la dernière mesure, qui ne répond pas à la problématique du licenciement pour motif économique, puisque là, il faut une cause économique. Alors cet accord collectif va prévoir un certain nombre de conditions qui sont liées au départ des salariés. Quel est le nombre maximum de départs que j'envisage? Je peux, le cas échéant, même faire plus de départs que de suppression d'emplois et recruter, puisque je ne suis pas en licenciement économique, donc il y a une certaine souplesse. On peut faire une différence entre le nombre de suppressions d'emplois et le nombre de départs qui est ouvert. Quelles sont les conditions à remplir par les salariés, parce que on veut aussi garder certains collaborateurs ou certains services ne seront pas concernés, ou en fonction de l'ancienneté. Donc il y a plusieurs possibilités. Comment les salariés vont présenter leur projet de départ. Si j'ai été particulièrement généreux et que je me rends compte que les salariés sont plutôt intéressés, si j'ai un nombre surnuméraire, comment je vais départager les potentiels candidats au départ, et quelles sont les indemnités de rupture que je vais verser, étant entendu que, bien entendu, c'est le minimum de l'indemnité de licenciement qui devra être versé, mais il y a systématiquement des primes d'encouragement au départ volontaire, ce qu'on appelle des primes supralégales. Vous connaissez cette formulation. Je dois également m'engager sur l'intervention du CSE, je dois m'engager sur la durée de maintien de l'emploi, et enfin, je dois je dois mettre en place un certain nombre de mesures pour accompagner les salariés dans leur projet de départ volontaire. Et le législateur est venu préciser un certain nombre de mesures. Ce n'est pas exhaustif, mais je vais les accompagner. En règle générale, ici, je fais appel à des cabinets conseils qui vont m'aider pour que les salariés puissent préparer leur nouveau projet de vie et nouveau projet professionnel suite à une formation, sur des actions de soutien à la création d'activités nouvelles, la reprise d'activités existantes, des projets nouveaux sur une nouvelle profession, le cas échéant, avec le congé de mobilité qui peut être mobilisé. Donc, en fait, on retrouve ici des mesures que l'on mobilise en général dans les plans de sauvegarde de l'emploi, mais que l'on va inclure dans la rupture conventionnelle collective pour favoriser le succès de celle-ci. Donc, deuxième mesure, RCC. Troisième, l'accord de performance collective. Magnifique outil, pas toujours perçu de manière positive, mais qui répond vraiment à un besoin, et on commence à voir des entreprises qui s'interrogent sur l'application d'un tel outil face à la situation actuelle. Il y a notamment une entreprise de la région qui est en cours d'accord de performance collective. C'est quoi ce machin? C'est la possibilité de prévoir, encore par accord collectif, de modifier le contrat de travail
sur certains éléments. Vous savez que juridiquement, un accord d'entreprise ne peut pas modifier des éléments contractuels du salarié. Ici, c'est la dérogation par ces accords de performance collective. Je vais pouvoir passer par une modification des contrats et les salariés qui verraient refuser cette modification du contrat seraient, le cas échéant, licenciés du fait de ce refus. La finalité est extrêmement importante puisque c'est le point de contrôle du juge. Il faut que mon APC réponde à une nécessité liée au fonctionnement de l'entreprise ou réponde à une nécessité de préservation, voire de développement de l'emploi. Alors, que puis-je traiter? 3 sujets. La durée du travail d'un point de vue global, son aménagement, ses modalités d'organisation. Deuxième point, la rémunération. Troisième point, la mobilité fonctionnelle, un changement de fonction. Ou la mobilité géographique, étant entendu que je précise tout de suite qu'une éventuelle mobilité géographique ne pourrait intervenir que dans le cadre d'une même entreprise. On ne peut pas changer d'une filiale à l'autre. Là, il y aurait un changement d'employeur, ce qui ne peut pas être imposé aux salariés. Alors, je vous donne juste un ou deux exemples sur l'aménagement de la durée du travail. Je peux, par exemple, décider d'augmenter la durée du temps de travail. Nous sommes à 35 heures, on veut monter à 37, 38 ou 39 heures, mais je ne veux pas supporter l'intégralité du coût des heures supplémentaires. Alors, je dois respecter le taux de majoration des heures supplémentaires, mais je peux par exemple négocier un accord qui dit on va remonter à 37 sans hausse de salaire. Alors c'est très audacieux, mais ça veut dire qu'on va baisser le taux de base, le salaire de base pour respecter la réglementation. On a aussi vu des accords qui ont fait l'inverse, des entreprises qui étaient à 39 heures, qui avaient besoin de redescendre à 37 ou à 35. Et dont on imposait donc aux salariés une baisse de rémunération qui pouvait être partagée. Je descends à 35, de 39 à 35, mais on va faire une part du chemin, vous serez payé 37 heures. Donc vous voyez bien que là, on a touché la durée du travail, on a touché la rémunération. On peut aussi toucher d'ailleurs le forfait jour, si vous avez un accord forfait jour dont la durée est inférieure à la durée légale maximum de 218 jours pour toucher les forfaits jours. Et enfin, dernier exemple, je peux traiter strictement la rémunération, en baissant la rémunération des collaborateurs pendant une période, pourquoi pas temporaire, pendant 3 mois, pendant 6 mois, pendant 8 mois. On fait tous un effort pour passer un cap compliqué où je peux revoir ma politique de rémunération sur le 13e mois, sur des primes d'ancienneté contractuelles, etc. Dans ce schéma. Donc, je vous ai mis rapidement un calendrier. C'est on prépare l'opération, on va négocier l'accord, c'est le Bordeaux. Comment ça marche? Une fois que j'ai négocié cet accord, je vais informer les salariés de l'application de l'accord à leur contrat et des modifications que ça entraîne. Le salarié aura un délai de 1 mois pour me faire part de son refus. S'il ne refuse pas, je mets en œuvre l'accord et le contrat de travail est modifié. Si le salarié refuse au contraire, je n'ai pas l'obligation, mais je peux engager une procédure de licenciement qui sera d'après la loi. C'est un licenciement dit sui generis, qui est un licenciement individuel, y compris si plusieurs salariés venaient à refuser. J'ai une contrainte, je dois abonder le CPF du salarié à hauteur de 3 000 euros. Voilà le troisième outil. Et enfin, le dernier, le PSE, le plan de sauvegarde de l'emploi. Alors, c'est un terme qu'on utilise parfois de manière pas tout à fait conforme juridiquement, puisque vous savez que le PSE, au sens strict du terme, s'impose dans les entreprises de 50 salariés et plus, avec au moins 10 licenciements sur la même période de 30 jours. Sinon, c'est un licenciement collectif pour motif économique hors PSE, mais ce sera quand même un licenciement économique. Et la contrainte du PSE, c'est que je dois répondre à une définition légale du licenciement pour motif économique. Je dois avoir une cause économique qui est citée par le Code du travail, en particulier soit des difficultés, soit la sauvegarde de la compétitivité, soit d'autres motifs dits autonomes, la cessation complète d'activité de l'entreprise totale. L'entreprise a le droit de dire j'arrête mon activité. Et enfin, les mutations technologiques. On commence à voir
des interrogations d'entreprise sur ce motif qui avait été utilisé à une certaine époque, moins aujourd'hui, parce que nous faisons face à des vraies mutations technologiques avec l'introduction de l'IA, mais aussi avec la problématique de la transformation des entreprises sur les contraintes et les problématiques environnementales. Et je vais donc là devoir soit supprimer ou transformer un emploi, le cas échéant. Particularité du PSE, plusieurs parties prenantes, le comité social et économique qui va être consulté, les organisations syndicales, si elles sont présentes, qui seront systématiquement mobilisées pour négocier justement le PSE et son contenu, des experts qui accompagneront le CSE, qui peuvent accompagner les organisations syndicales, tant sur la partie économique que sur les mesures du plan, mais également en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Et enfin, là également, l'administration du travail, l'ADRETS, qui va contrôler la procédure et qui va devoir, in fine, valider l'accord collectif ou homologuer le PSE. Alors, le PSE, que contient-il? Diapositive suivante, le PSE est négocié, je vous l'ai dit, soit par accord collectif, soit ici, je peux, c'est une des mesures, c'est la seule que je peux faire de manière unilatérale, vous l'avez compris, où je dois nécessairement donc prendre les mesures du plan, soit, enfin pas soit, d'une part, pardon, des mesures de reclassement interne, et également des mesures de reclassement externe pour les salariés que je n'arriverai pas à repositionner, afin qu'ils soient repositionnés, cette fois-ci avec l'aide souvent d'un cabinet extérieur, donc sur leur nouveau projet professionnel. Il y a aussi certains contenus dits facultatifs du PSE, mais qui seront néanmoins traités avec le comité social et économique. Je vous rends particulièrement attentif sur une contrainte récente, puisqu'elle date de 2023, c'est que le Conseil d'État considère que l'entreprise doit prévoir des mesures précises et concrètes sur la prévention de la santé physique et mentale des salariés, tant pendant la phase de négociation du PSE qu'après la mise en place et l'établissement des diverses mesures. C'est un point extrêmement important sur lequel nous recommandons également de se faire accompagner parce que l'administration est extrêmement vigilante du respect par l'entreprise de ces obligations-là. Je vous ai enfin, dernière diapositive, présenté un rapide calendrier de PSE. Vous voyez, il y a une phase préparatoire qu'il faut prévoir assez longue, parce que c'est une mesure lourde quand on est en plan de sauvegarde de l'emploi, avec à un moment donné une réunion zéro où on remet les documents. Vous savez que depuis 2013, le législateur a enfermé la consultation du CSE dans des délais contraints et préfixes, donc c'est maximum 2 mois pour les moins de 100, 3 mois entre 100 et 250 et 4 mois au-delà de 250. Donc il y a une période de réunion avec le CSE et les organisations syndicales. Une fois que j'ai négocié mon accord ou élaboré mon document unilatéral, je dois le soumettre à l'administration, l'ADRETS, qui va vérifier le respect de la procédure, mais aussi du contenu, qui va le valider. On parle de validation lorsque c'est un accord et d'homologation lorsque c'est une décision unilatérale. Et une fois cette décision obtenue, sous 15 ou 21 jours selon le cas, je vais mettre en œuvre le plan avec les opérations qui sont prévues, une éventuelle phase de départ volontaire, le reclassement interne, l'accompagnement sur le reclassement externe. Voilà, donc 4 outils principaux, 4 outils à mobiliser après le bon diagnostic et plusieurs outils qui rendent nécessaire aussi l'intervention de cabinet pour favoriser la bonne réalisation de l'opération que vous avez engagée ainsi et qui me permet de passer la parole à Pauline. Ouais, donc juste en transition, merci beaucoup Roland pour nous avoir montré ces outils. Alors, pas tous les outils, mais forcément le webinaire étant une durée limitée, on n'a pas pu tout vous montrer, mais en tout cas les 4 principaux. Et vous l'avez compris, le choix de l'outil juridique est primordial, d'où l'importance d'être bien accompagné. Mais derrière les outils juridiques, il y a aussi des choix humains. On parle d'humain, on parle d'accompagner des personnes dans des moments très difficiles de leur vie. Et donc, accompagner les restructurations, ça se fait sur le plan humain, et c'est là que vous pouvez passer par des cabinets de conseil RH. Et notamment, donc aujourd'hui, Pauline va vous parler de son expérience en tant que consultante transition de carrière et conseil de comment accompagner les restructurations. Pauline, c'est à toi. Merci Roland, merci Xavier Noël.
Je vais déjà commencer par me présenter rapidement. Donc, Pauline Wolf, j'ai 15 ans d'expérience dans les ressources humaines, avec une première partie de carrière dans le recrutement de profils techniques, de cadres et de cadres dirigeants. Et en fait, je me suis aperçue à un moment donné que j'étais beaucoup plus dans le conseil avec mes candidats que finalement dans l'évaluation de ce qu'on me demandait. Donc j'ai eu l'opportunité d'abord d'intégrer un projet de transition de carrière, puis 2, puis 3. Et en fait, maintenant, ça fait 6 ans que je fais complètement partie de ce département, où j'interviens en tant que consultante mobilité, consultante création d'entreprise et chef de projet sur certains des projets. Donc en effet, mon rôle là va être vraiment de vous expliquer les bénéfices et les actions d'un cabinet pendant les phases de restructuration. Donc Roland vous a parlé finalement de la partie juridique de ces restructurations. Et c'est vrai que nous, dans les cabinets, on va plutôt parler finalement d'accompagnement à la réorganisation, avec une approche plus humaine, plus tournée vers l'humain, et une approche aussi neutre. Il faut savoir qu'un cabinet, quand il arrive comme ça dans une phase de restructuration, il n'a pas de parti pris. Donc dès le départ, c'est-à-dire dès qu'à un moment donné, vous, directeur, vous, la direction, les ressources humaines, avez décidé de mettre en place un outil de restructuration, nous, on intervient tout de suite pour sécuriser le process global. Ça signifie quoi? Ça signifie que on va, dans un premier temps, vous aider au pilotage de cette restructuration et de cette réorganisation pour définir une stratégie adaptée, mais surtout pour mettre en place, en fait, finalement, des solutions de transition qui vont impacter le moins possible les équipes. Donc, ces solutions de transition, ça peut être soit de la mobilité interne, ou et des départs volontaires, ou et des reclassements externes. C'est vrai que par notre vécu, on va aussi apporter en fait finalement une expertise pour prévenir les erreurs. Les erreurs en général, c'est au moment des annonces. On a décidé de l'outil qu'on va utiliser et là, on va communiquer à ce sujet. Donc nous, les cabinets aident en fait beaucoup à prévenir les erreurs de communication parce que c'est vrai que un discours qui est maladroit ou une annonce qui peut être un petit peu malmenée, tout simplement, ça peut avoir des conséquences extrêmement importantes sur la suite du projet. Ça va fragiliser évidemment le climat social, mais ça va également même pouvoir impacter vraiment ce projet de restructuration derrière. Alors, quand on parle de réorganisation, évidemment, on parle de RPS. Roland l'a indiqué tout à l'heure, notamment dans le cadre d'un PSE. C'est vrai que la DRET est de plus en plus attentive finalement à cette notion de risques psychosociaux. Et donc, l'importance, en fait, finalement, de minimiser et la démotivation, et l'anxiété, et le stress négatif, et le burn-out que va susciter, en fait, finalement, un outil de restructuration. Alors, le cabinet va proposer, encore une fois, des solutions adaptées en fonction de votre contexte. Ça peut être de l'écoute et du soutien sur site. Ça peut être la mise en place d'ateliers RPS composés de personnes, des collaborateurs, des managers, des membres de la direction pour évoquer finalement les facteurs de stress sur le site et de mettre en place des actions. Ou alors, vous pouvez aussi faire carrément un diagnostic, ce qu'on appelle un diagnostic RPS, pour identifier ces fameux risques psychosociaux. Et ça, c'est un document qui peut être imposé par la DRETS également. Au niveau du cabinet, ce qui peut être mis en place, c'est une formation spécialisée du coup dans les RPS pour aider et les collaborateurs et encore une fois les managers et l'ensemble en fait de l'entreprise, parce qu'il faut savoir que dans cette notion de RPS, chacun est responsable de soi, mais chacun est responsable aussi des autres, pour détecter et gérer finalement ces fameux signaux faibles, mais également pour adopter en fait la bonne posture et relayer
vers les interlocuteurs qui correspondront à la situation. Donc évidemment, un cabinet va accompagner les salariés dans toutes les phases. Donc il y a plusieurs types d'accompagnement qui finalement à chaque fois correspondent à plusieurs phases de la restructuration et de la réorganisation. Donc dans un premier temps, dès les annonces, il y a un espace d'écoute psychologique qui se met en place. Alors un espace d'écoute psychologique comme nous on l'entend, c'est pas un numéro vert, c'est vraiment une présence d'un ou de plusieurs consultants, souvent des psychologues, qui vont sur site, soit ce sera sous forme de rendez-vous, soit ce sera sous forme de permanence, pour recevoir en fait les salariés qui en ont besoin de manière individuelle dans un endroit qui est bienveillant où il va être écouté et il va pouvoir aussi expliquer et exprimer finalement ses émotions. Ça peut être en même temps que l'espace information conseil intervient, donc c'est-à-dire dès les annonces encore une fois, au moment où le salarié sait qu'à un moment donné il va y avoir de la réorganisation dans son entreprise. Là, c'est une équipe d'experts, de consultants, qui va venir sur site pour recevoir en fait les salariés qui veulent anticiper. Alors ça peut être le moment de faire un bilan professionnel, ça peut être le moment de faire tout simplement le CV, la lettre de motivation, de se questionner sur la mobilité interne. Je sais que du coup il y a des postes en reclassement interne qui vont être proposés. Est-ce que je me positionne ou pas? Ou alors tout simplement de réfléchir à une reconversion ou à un reclassement externe. Puis ensuite, une fois que les personnes sont licenciées, il va y avoir donc l'espace mobilité emploi qui va être mis en place à l'extérieur de l'entreprise, où là, on va travailler de manière finalement plus active sur les projets. Alors, je dis pas qu'en EIC, on travaille pas de manière active, mais là, on va être vraiment dans la mise en relation avec les recruteurs, la mise en relation avec les organismes de formation pour les personnes qui vont être en reconversion. On va être sur de l'ingénierie, de la création d'entreprise. Et puis, mettre en place aussi de la transition vers la retraite pour les projets retraite. Alors, qui dit réorganisation dit inconnu, qui dit inconnu dit augmentation du stress, dit menace, et donc qui génère finalement une très très bonne communication. Et la communication, ça va être aussi un cabinet conseil qui va vous l'apporter. Dès le départ aussi, donc vous, c'est-à-dire RH, direction, vous allez faire les annonces. Et puis derrière, le cabinet va pouvoir en fait intervenir sur ce qu'on appelle en fait des réunions collectives, où on va expliquer, comme je suis un peu en train de le faire finalement, les différentes étapes, comment on va vous accompagner. Et en fait, le cabinet, qui encore une fois, je le rappelle, est neutre, va pouvoir rassurer aussi les salariés. Vous inquiétez pas, en effet, il y a quelque chose qui se met en place, mais on est là, on va vous accompagner et on va pas vous lâcher. Donc ça peut être donc ces fameuses réunions d'information collective qui sont mises en place, ou alors des réunions avec les partenaires sociaux. Encore une fois, nous on est neutre, donc il y a ce côté objectif. Ou quand il y a un climat qui va être social, qui va être compliqué, ou des négociations qui mènent pas finalement à quelque chose de constructif, le cabinet peut être encore une fois grâce à sa neutralité, ce moyen de faire un peu débloquer les choses avec la direction, les dirigeants, les ressources humaines et les partenaires sociaux. Et puis quand intervient la phase d'espace mobilité emploi, donc dont j'ai parlé tout à l'heure, enfin tout juste avant, il y a ce qu'on appelle des commissions de suivi qui sont mises en place à peu près mensuellement au début et puis après un peu plus espacées de manière trimestrielle, où là en fait on va évoquer, donc ces commissions de suivi sont composées de la direction, des membres de la direction, des membres du CSE et des IRP, et puis évidemment des membres du cabinet, un ou plusieurs membres en fonction du nombre de personnes qui sont suivies. Lors de ces commissions de suivi, on va évoquer en fait le cas individuel des candidats.
pour pouvoir soit parler finalement des choses qui fonctionnent, parce que ça fait quand même du bien de voir que un candidat il se positionne de manière positive, ou alors des difficultés qu'on peut rencontrer. Et là, ça permet en fait de travailler aussi ensemble et d'apporter des solutions de manière collective. Sont aussi présents lors de ces commissions de suivi, en tout cas sont invités et souvent présents des membres des inspections du travail et puis des membres de France Travail. Alors, c'est vrai que on parle depuis tout à l'heure des personnes qui sont licenciées. Maintenant, comme vous l'avez compris, un cabinet conseil, il est là pour la personne, donc pour l'humain. Et donc, l'objectif, c'est aussi de remettre l'humain au cœur de l'organisation et de maintenir l'engagement des équipes restantes. Ça, c'est très, très, très important parce que n'oubliez pas que les personnes qui restent vont se souvenir aussi de comment vous avez traité les personnes qui sont sorties. Et donc, un cabinet peut aussi vous aider à finalement à remobiliser les équipes, parce qu'il n'y a rien de pire finalement que des équipes qui sont démotivées et du coup qui vont plus du tout être dans la projection au sein de votre structure. Donc, ça passe par de la clarté des rôles et des attentes. Rétablir évidemment la confiance, il y a rien de pire qu'une confiance qui est perdue. Donc là, l'idée, c'est vraiment de rétablir la confiance. Et un cabinet va mettre en place des solutions, soit des formations ou soit des workshops pour les managers ou pour l'ensemble, encore une fois, des collaborateurs. Pareil, recréer une culture positive, il faut recréer de l'engagement, il faut recréer du sens, il faut recréer du dialogue, de la communication. Et donc ça va passer par des ateliers de cohésion qui vont être animés par ce cabinet et des coachings individuels ou collectifs. Donc maintenant que je vous ai évoqué les différents bénéfices et plans d'action du cabinet, je vous propose en fait de vous poser les bonnes questions pour faire le bon choix. Donc, premier conseil, c'est finalement une expertise confirmée en gestion de restructuration, évidemment. Un cabinet qui a eu l'habitude de gérer des plans ou des projets de restructuration, des PSE, auprès d'entreprises similaires, soit d'un point de vue d'effectifs ou soit au niveau de l'activité. On n'y échappe pas, les références solides, les avis clients, les avis candidats. Prenez de l'info aussi, finalement, des témoignages clients. Pourquoi pas aussi prenez de l'info sur le cabinet que vous avez en tout cas en tête. Ce qui est très très important en tout cas pour nous, c'est vraiment cette approche sur mesure adaptée à des enjeux spécifiques, sans dérouler en fait une méthodologie qui est établie, mais vraiment se dire là pour cette entreprise, ce sera vraiment ça la solution qu'on va apporter, avec une équipe pluridisciplinaire qui est composée en général d'experts en création d'entreprise, d'experts en retraite, d'experts en mobilité, d'experts en reconversion, qui peut vraiment agir sur tous les volets dont vont avoir besoin et vous, membres de la direction et des ressources humaines et salariés évidemment. Des engagements clairs et des résultats mesurables, parce que évidemment il y aura un délai imparti. En général, c'est un congé de reclassement, c'est 1 an. Ça peut aller beaucoup plus loin, mais en général, c'est 1 an. Nous, l'idée, c'est pas de remplir, en tout cas, nous, Proévolution, encore une fois là, c'est pas de remplir des statistiques, mais c'est vraiment d'accompagner le salarié jusqu'à son repositionnement. Donc ça, c'est vraiment un engagement qui est clair et qui est communiqué auprès de la direction et des membres des collaborateurs. Et puis, vous l'avez senti, l'approche humaine, elle est importante. Alors, avec pragmatisme, évidemment, c'est-à-dire que il faut aussi centrer et valoriser les compétences réelles des candidats, mais pas non plus, mais qui restent quand même en adéquation avec le projet et avec son potentiel. Donc ça, c'est vraiment important. Donc voilà mes conseils, en tout cas, nos conseils pour choisir le bon cabinet.
Et puis si je peux conclure en fait, hein, évidemment que l'engagement d'un cabinet c'est un investissement, hein, parce que il y a un investissement financier derrière, mais en fait ça va vraiment être un investissement qui va être bénéfique pour vous, pour l'ensemble de vos salariés, parce qu'ils vont se repositionner, ils vont être rassurés, et ça va beaucoup mieux se passer aussi au niveau du climat social. Pour les personnes qui vont rester, comme on l'a expliqué, hein, l'importance vraiment de chouchouter aussi finalement les personnes qui restent. Et puis aux yeux aussi de l'extérieur, hein, que ce soit vos clients, que ce soit vos partenaires, ça va redorer le fait d'être bien accompagné, va pouvoir vous permettre d'avoir une marque employeur aussi positive. Voilà. Merci beaucoup, Pauline. Vous avez compris l'importance effectivement de l'accompagnement sur le plan humain après le choix du bon dispositif juridique. Et on voulait, pour clôturer ce webinaire, vous apporter du concret, bien sûr. C'était déjà très concret, ça a été présenté par Roland et Pauline, mais vraiment des partages d'expérience. Et c'est pour ça qu'on fait intervenir donc aujourd'hui Nam Durand, qui, je vais laisser se présenter en détail, mais qui a vécu effectivement plusieurs restructurations. Nam, c'est à toi. Oui, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Nem Durand. Mon métier, c'est la ressource humaine. Je suis DRH de profession. J'ai 35 ans d'expérience professionnelle, 25 en poste permanent dans plutôt des grosses entreprises françaises et internationales. Et depuis 10 ans, je fais de la transition. Donc, je vais vous livrer quelques réflexions sur le sujet qui est comment réussir et anticiper une bonne restructuration. Pour réussir une bonne restructuration, comme l'a dit Maître Widmer, il faut choisir le bon outil adapté à sa situation. C'est pas toujours facile. Et il faut surtout ne pas faire l'impasse sur le volet RH. Alors, venant d'un DRH, ça paraît logique, mais je pense que c'est vraiment un élément clé de la réussite. Alors, premier point, la dimension technique. Le choix du bon outil. Alors, personnellement, moi, j'ai l'expérience en transition du PSE et de la rupture conventionnelle collective. Je ne peux pas parler du reste, mais je vais insister sur un tout petit point qui est le motif économique qui justifie les licenciements. Alors pourquoi ? Je vais vous donner un exemple. En 2020, j'ai fait une mission dans une grande entreprise anglo-néerlandaise qui fabrique des produits d'hygiène et de pharmacie. Certains l'auront peut-être reconnu. Je suis arrivé pas du tout pour faire une restructuration, mais ce que j'ai découvert, c'est que, comme dans beaucoup de grosses entreprises, alors c'est pas forcément le cas d'entreprises de plus petite taille, mais moi ce que je constate, c'est que souvent, la situation elle est pas blanche ou noire, elle est un peu grise. Et lorsque je suis arrivé, on m'a fait comprendre qu'il fallait que je fasse quelque chose, et parce qu'une partie de l'entreprise se portait très bien, et l'autre partie se portait beaucoup moins bien. Donc j'ai commencé à travailler avec le directeur financier et le DG pour voir si les critères du motif économique étaient réunis. Et comme l'a dit Maître Widmer, c'est un peu compliqué parce que dans cette situation un peu grise, la loi nous dit, le Code du travail nous dit qu'il faut une dégradation significative d'un indicateur économique. En l'espèce, dans mon souvenir, je crois que c'était l'excédent brut d'exploitation qu'on avait choisi d'analyser. Et là, les conditions n'étaient pas réunies parce que c'était une entreprise de plus de 300 personnes. Il n'y avait pas 4 trimestres consécutifs de dégradation. Donc moi, je me retrouvais bien embêté parce que des PSE, j'en avais fait. Je suis pas un spécialiste des restructurations, mais en 35 ans de carrière, j'en ai fait quelques-unes. Et là, le PSE m'était interdit. Miracle, on était en 2020. Les ordonnances de 2017 avaient créé la rupture conventionnelle collective. On a fait une rupture conventionnelle collective. Alors, bien entendu, la RCC, c'est un peu plus pratique parce que notamment, il n'y a pas la notion de difficulté économique à justifier, mais il y a des contraintes, comme dans tous ces outils, notamment il y a la notion d'accord majoritaire. Puis il y a une deuxième notion dans la RCC qu'il ne faut pas oublier, mais qui introduit déjà la dimension humaine, c'est la notion de volontariat. C'est-à-dire qu'effectivement, il va falloir déterminer des catégories, des critères d'ordre permettant de définir des catégories de personnel qui vont se porter volontaires. Alors, je ne vais pas développer, sauf si vous avez des questions, mais vous imaginez la difficulté d'arriver à suggérer sans contrainte, voilà. Donc, c'est assez délicat. Mais la RCC, effectivement, c'est un outil qui est quand même un
un outil assez extraordinaire lorsque les circonstances s'y prêtent. Donc ça me permet d'introduire la deuxième dimension qui est absolument essentielle. Et là, je rebondis sur ce que Pauline Wolf disait. On ne doit pas faire l'impasse, bien entendu, sur le volet RH. Alors, l'impasse, la dimension humaine, elle est de deux ordres. Mais d'abord, faire une restructuration, c'est une gestion de projet, comme on en a au quotidien en entreprise. C'est une vraie gestion de projet qui doit avoir pour objectif de bien faire partir ceux qui partent, quel que soit l'outil choisi, mais aussi de ne pas démotiver ceux qui restent. Alors, quelques éléments très simples, quitte à faire des lapalissades, des banalités. Lorsque j'ai affaire à une restructuration, il faut se mettre en mode projet. Ça veut dire quoi le mode projet? Pour moi, c'est déjà travailler en équipe. Travailler en équipe en interne. Alors, l'ARH, le DRH ou le DRH de transition, le manager de transition, lorsqu'il porte ce projet, va devoir se binômer ou se trinommer, excusez-moi de ce terme, avec en interne ses collègues du comité de direction, avec le DG, le directeur financier, les patrons opérationnels, bien expliquer les choix qu'on a faits, pouvoir les vendre en interne, c'est d'abord quelque chose de clé, mais là, je sais que je défonce des portes ouvertes, c'est ce qu'on fait tous lorsqu'on gère des projets au quotidien en entreprise, mais c'est important. Mais il ne faut pas avoir seulement des partenaires internes qui sont clés, il faut aussi des partenaires externes. Pour les deux raisons qui ont été précitées. Moi, à la base, je suis juriste, mais lorsque j'ai commencé à faire du droit il y a 35 ans, le code du travail était moitié moins gros. Il est absolument clé et essentiel de s'entourer de partenaires, d'un avocat, d'un cabinet, c'est essentiel, et aussi d'un cabinet RH. Alors, quel est l'intérêt de ce type de choses? Alors, bien sûr, il faut avoir les budgets, on est d'accord. Mais bien entendu, il y a toute une gamme de cabinets d'avocats, il y a toute une gamme de cabinets RH qui peuvent vous aider. Il faut arriver à avoir ces deux types de partenaires. Alors, au-delà de la compétence, de la technicité, de la vision que l'on n'a pas toujours lorsqu'on est le nez dans le guidon en entreprise, il y a un élément de manière un peu cynique que je vais citer. Lorsqu'on doit vendre en interne ces solutions, il est toujours très utile d'avoir un partenaire avec qui on se sera synchronisé, qui va permettre de délivrer en interne des messages, de faire des présentations jointes ou de prendre à sa charge un certain nombre de missions. Ça, c'est absolument essentiel. Donc, cette notion de projet, pour moi, elle est vraiment indispensable à la réussite d'un projet de restructuration qui sont toujours difficiles, bien entendu, il ne faut pas se voiler la face. La deuxième chose, c'est le volet motivation. Alors, moi, j'ai juste un petit mot d'expérience. Il y a une chose qui est très importante à faire. Pauline a insisté sur la notion de projet, de préparation, de gestion du timing. Roland l'a fait aussi, de rapidité, de communication. Il est essentiel de bien identifier, lorsqu'on lance ce projet, les personnes qu'on veut garder. Et à nouveau, excusez-moi de défoncer des portes ouvertes, mais il est essentiel d'identifier les positions clés et les personnes clés qu'on ne veut pas voir partir ou qu'on ne veut pas fragiliser. Parce que ces personnes-là, notamment s'il y a une base de volontariat, alors on n'a pas parlé du plan de départ volontaire, mais il y a cet outil aussi, il y a des gens qui profitent d'un effet d'aubaine et on ne va pas les critiquer. C'est-à-dire qu'à certains moments, dans le package qui est prévu dans le cœur du dispositif, voilà à qui ça s'adresse, en clair, combien je mets sur la table pour que les gens partent ou que certaines catégories de personnes partent ou se portent volontaires. Mais il y a des gens qui vont partir qu'on ne veut pas voir partir. Donc je pense qu'il est essentiel, c'était juste un petit point que je rajoutais, Pauline, par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure. Faites bien le travail, quelle que soit la taille de l'entreprise, que ce soit une PME ou une grosse entreprise. Identifiez vos positions clés, les personnes qui sont dessus, voyez d'abord qu'elles ne sont pas touchées ou non, mais évitez ou gérez la possibilité que la personne, d'une manière ou d'une autre, effet d'aubaine ou volontariat, quitte l'entreprise. Et donc, mettre en péril, alors sauf s'il s'agit d'une cessation d'activité, mais je laisse ce point de droit de côté,
pour toutes les autres raisons qu'on a citées, difficultés économiques, mutations technologiques, réorganisation, l'entreprise va perdurer, en tout cas on le souhaite. Et donc il ne faut pas démotiver ceux qui restent. D'où l'importance du volet RH, de la manière dont on approche les gens, dans la manière dont on communique, de la manière dont on a anticipé et surtout de la manière dont on va gérer les personnes clés. Alors je ne parle pas forcément de talent, mais je dirais de personnes travaillant sur des postes clés qui seront essentiels pour que l'entreprise perdure, reprenne de la vigueur et que le projet reparte. Voilà, c'est très très bref, je voulais être très très bref comme convenu, mais je voulais insister sur ces 2 points. Merci. Merci beaucoup Nam pour ce témoignage et merci à tous les intervenants. Alors avant de passer aux questions-réponses, il y en a quelques-unes. Je voulais juste vous parler de notre prochain webinaire qui aura lieu le 13 mai à 9 h et vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire. C'est un sujet un peu croisé puisqu'on va à la fois parler aux managers et aux RH, justement en expliquant comment acculturer les managers au recrutement puisqu'ils ont aussi un rôle très important. On le néglige souvent, les managers ont tendance à penser c'est aux RH, aux recruteurs de chercher les talents, mais ils ont un rôle essentiel. Donc c'est intéressant que à la fois eux, donc managers de transition et RH qui vont devoir transmettre et acculturer justement ces managers, vous puissiez participer à ce sujet, donc, qui aura lieu donc, le mardi 13 mai à 9 h. Je vous laisse prendre l'agenda. Vous pouvez déjà vous inscrire. Le QR code est là. Je vous ai mis le lien dans le chat. Voilà, donc c'était la petite page publicitaire pour la suite des webinaires, mais pour retourner sur notre sujet, donc nous allons à présent prendre les questions-réponses. On en a eu plusieurs dans le chat. Vous pouvez encore les poser. Vous avez l'onglet questions pour ceux qui nous ont rejoints en cours. Donc vous allez juste en bas à droite, à gauche du bouton de chat, vous cliquez sur questions. Vous pouvez poser une nouvelle question et on va prendre les questions. La première question de Frank Becker qui constate donc certaines entreprises utilisent de manière habile et constructive la GEPP comme une alternative au PSE ou à la RCC. Et votre avis, je pense que cette question s'adresse plus particulièrement à Roland. Roland, juste réactiver le micro. Voilà. Alors, voilà, ça marche. Oui, merci pour cette question. Et effectivement, c'est un outil dont je n'ai pas parlé, même si je l'ai fait presque de manière incidente avec notamment le congé de mobilité. Et ça fait également partie du diagnostic. En fait, on a des entreprises qui s'interrogent sur l'évolution des emplois, puisqu'en fait, quand on parle de GEPP, en règle générale, on va se poser la question d'une situation de l'entreprise qui est confrontée, et ce sera notamment le cas, encore une fois, sur les 2 thèmes critiques dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'introduction de l'IA en entreprise, ainsi que les évolutions en matière environnementale et les effets sur les emplois le cas échéant, on le voit notamment dans l'automobile, sur ce cadre-là, et on va plutôt travailler sur un accord de GEPP, puisqu'en fait, l'accord de GEPP prévoit la possibilité également de rompre des contrats de travail dans certains cadres. Et il y a d'ailleurs 2 outils qui sont mobilisés dans ce cadre-là. C'est la possibilité de prévoir un congé de mobilité, dont je vous rappelle que c'est un instrument où on va proposer aux salariés cette mobilité-là, ce congé de mobilité. Si le salarié adhère, il bénéficiera pendant une certaine période qui peut être relativement longue, ça peut être 8 mois, 12 mois, et éventuellement en cas de reconversion totale professionnelle jusqu'à 24 mois, depuis assez récemment maintenant, de suivre des actions de formation, de mobilité professionnelle. Donc en fait, il va changer de métier. Et l'adhésion, et donc il aura des périodes de formation. Il peut même cumuler et alterner avec des périodes d'activité, soit dans l'entreprise même, soit éventuellement dans une autre entreprise. Et l'adhésion au congé de mobilité entraîne à son échéance une rupture de plein droit du contrat de travail. Donc on est sur un outil finalement assez souple. Je négocie un accord de GEPP avec de la GEPC, avec donc une transformation des emplois. Je prépare mes salariés à ces nouveaux emplois, je leur propose un congé de mobilité, et donc il y a des ruptures du contrat de travail qui s'achèvent. Et je termine enfin le code du travail, et là je rebondis sur un des instruments que je vous ai présenté. Le code du travail prévoit expressément également que je peux mobiliser dans un accord GEPP l'APC, dont on a parlé tout à l'heure, auquel cas il faut juste que j'en fasse un chapitre spécifique. Mais l'accord de performance collective peut être également intégré dans la GEPP.
Donc ça répond encore une fois, je termine là-dessus, à une problématique spécifique qui est j'ai une évolution des emplois, j'ai des salariés que je n'arriverai pas à positionner sur les futurs emplois de l'entreprise. Je travaille avec eux sur une mobilité professionnelle. Ça s'appelle congé de mobilité, c'est pas pour rien. Sur une mobilité professionnelle pour leur permettre de poursuivre leur carrière dans une autre entreprise que la mienne. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Et on reste avec transition, hein, du coup, sur une autre question qui était sur l'APC. Est-ce qu'elle est limitée dans le temps? Et ensuite, est-ce que c'est retour au contrat initial? Donc, toujours pour Roland. Alors, j'aime beaucoup cette question parce que je dis souvent aux DRH avec lesquels je travaille, soyez imaginatifs. Il y a des instruments dont on a parlé, dont notamment l'accord de performance collective, qui est un instrument très très souple. Le législateur finalement ne met pas beaucoup de contraintes. C'est un peu l'esprit des ordonnances Macron d'ailleurs. On vous donne un cadre, mais on vous dit pas plus. Donc sur ce qu'on ne vous dit pas, ce qui n'est pas interdit est permis. Il faut raisonner comme ça. Après, vous travaillerez avec vos conseils pour voir si on n'est pas allé trop loin le cas échéant. Et donc, effectivement, l'accord de performance collective, je vous ai présenté ses caractéristiques, mais après, une fois que vous répondez à ces problématiques-là, tout est envisageable. Vous pouvez faire un accord, je vous l'ai d'ailleurs dit, vous pouvez faire un accord de performance collective d'une durée limitée en disant on va réduire les rémunérations ou je vais supprimer le 13e mois que pour l'année 2025. Et en 2026, je vais le réactiver. Donc, soyez imaginatifs là-dessus. Je peux aussi prévoir une condition, ce qu'on appelle une clause de retour à meilleure fortune. C'est-à-dire, si l'activité de l'entreprise, avec un certain nombre de critères, devait s'améliorer et je prévois finalement un APC ou à durée déterminée, voire à durée indéterminée, mais que cette clause de retour à meilleure fortune, ces critères s'appliquent, je reviens à une situation intermédiaire. Je peux le faire en plusieurs étapes. Encore une fois, rien n'est écrit. Soyez imaginatifs. Vous êtes des DRH, soyez imaginatifs. Voilà. Merci Roland. On a une dernière question, mais qui je pense concerne à la fois Pauline et Nam. Dans le cadre de l'accompagnement RH d'un cabinet, combien d'intervenants sont sollicités sur les différentes phases du processus? Je vais peut-être laisser Nam répondre sur son expérience dans ceux que tu as pu accompagner. Est-ce que tu sais en général combien d'intervenants? Et puis je laisserai Pauline compléter sur son regard avec Proévolution. Alors, je pense qu'il faut distinguer les intervenants qui travaillent en chambre avec nous et les intervenants que les salariés voient. Je pense que par rapport à ceux que les salariés voient, en général, il faut à peu près 2-3 personnes, pas forcément beaucoup plus. Parce que il va y avoir une personne qui va aider sur la cellule de mobilité, il va y avoir peut-être un consultant qui va aider sur les dispositifs de formation. Bon, après, bien entendu, tout dépend des moyens qu'on a et des moyens qu'on veut mettre. Ce qui est très important, mais j'ai l'impression vraiment de défoncer des portes ouvertes à nouveau, excusez-moi. Ce qui est très important pour la RH, pour les DRH ou pour l'interne, c'est d'avoir un chef de projet vis-à-vis du cabinet. Mais Pauline, à nouveau, je dis des banalités, mais ce qui est essentiel, c'est que le DRH, la direction générale, ait un correspondant dans le cabinet qui, lui, va gérer ses consultants et qui va déléguer, après validation de l'entreprise, c'est-à-dire du DRH, de dire, voilà, ce consultant-là, on va le mettre plutôt en face pour une présentation commune sur le dispositif de restructuration. Cette personne-là, elle va être plutôt dans la cellule de mobilité parce qu'elle a les compétences, elle a la personnalité qui va bien, etc., etc. Voilà. Pauline, je te laisse répondre maintenant. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais en tout cas, c'est ce que je peux vous dire. Oui, c'est tout à fait ça. Je te rejoins, Nam. En fait, encore une fois, tout dépend des phases. En général, sur l'écoute soutien et psychologique, le cabinet RH va intervenir pour le salarié sur site, mais on va être entre 2 et 3.
Sur la phase 2IC, ça va dépendre aussi, hein, parce que une phase 2IC, ça peut être tous les salariés qui peuvent prendre rendez-vous du coup pendant cette phase, ou ça peut être que les salariés qui sont concernés. Donc tout dépend en fait de ce qui est mis en place, mais du coup on peut être quand même une bonne équipe, hein, en fonction aussi de l'effectif de l'entreprise. Et dans la phase de ME, en tout cas Proévolution, nous, on part du principe que chaque consultant n'a pas plus de 25 voire 30 candidats à suivre en même temps, pour justement, encore une fois, un apport qualitatif, quoi, un accompagnement qualitatif, parce un bon accompagnement, encore une fois, peut vraiment être complètement déterminant pour la suite, pour le salarié. Merci beaucoup, Pauline. On n'a pas d'autres questions, donc vu qu'on a un peu dépassé l'heure, on va clôturer là-dessus. Donc, en conclusion rapide, hein, vous l'avez vu, restructuration, voilà, il y en a de plus en plus malheureusement, mais si on choisit le bon dispositif, si on choisit le bon cabinet, qu'on n'oublie pas le plan humain, qu'on essaie d'accompagner en interne, hein, c'est vrai que le rôle de NAM, on peut aussi l'illustrer, c'est aussi parfois savoir avoir des personnes, même en transition, hein, peut-être des managers de transition, qui peuvent piloter ces réorganisations. Donc voilà, posez-vous les bonnes questions, vous avez des spécialistes pour vous accompagner. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Un grand merci à tous, tous les participants d'être restés jusqu'au bout. On vous souhaite bien sûr à tous une très bonne journée et on se retrouve, pour ceux qui le souhaitent, le 13 mai pour acculturer vos managers au recrutement. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée, Merci au à tous. revoir. Merci, bonne Roland, merci journée, Pauline, merci Nam, merci à tous. à bientôt.